Bonjour à tous, bande de fans de catch, ici Kozak, et aujourd'hui nous parlons de SmackDown, l'épisode du 19 janvier 2024. Comme d'habitude, on va parler dans un premier temps du segment fort, de tous les moments forts du show, avant ensuite de parler du reste du show dans l'ordre chronologique. Et là, à vrai dire, j'ai pas vraiment trouvé l'instant précis qui était fort pendant le show, parce que c'était un show qui avait un fil rouge que j'ai trouvé fantastique. Tout ce qui va concerner la Bloodline, que ce soit l'opener ou le sort de double main event qu'on a eu, tout ce qui a entouré ce fil rouge, la Bloodline, tout se suivait tellement parfaitement bien que j'étais en mode, bah vous savez quoi, on va parler de tous ces segments quand on la Bloodline et Roman Reigns et le Fatal 4 qui aura lieu au Royal Rumble. Parlons de tout ça dans un premier temps. Avant qu'on continue, ce que je vais dire tout de suite, c'est que ce qui est exceptionnel avec la WWE en ce moment, c'est que il y a tellement de star power dans ces shows. À SmackDown, là en plus on avait Roman Reigns qui n'est pas là tout le temps, mais on avait Roman Reigns en plus. On avait Randy Orton, LA Knight, AJ Styles et Roman Reigns, plus ensuite des personnages qui ont été correctement construits, qui ne sont pas des stars, mais qui ont été correctement construits pour que les fans de catch pop ou aient peur à chaque fois qu'ils arrivent, comme Solo Sikoa et Paul Heyman, que le, ils n'ont plus besoin, ils ont le luxe de se permettre d'être parfois feignants, et que ça marche quand même. On parlera de ça plus tard dans les détails, mais je trouve ça exceptionnel parce que j'ai vraiment énormément aimé ces segments. Et dans un autre show ou avec des catcheurs moins populaires, moins starifiés, j'aurais clairement relevé les lacunes d'écriture et de booking de ce qui s'est fait ce soir. Mais vu que ce sont des stars ou des gens qui ont été bien construits, et vu qu'on a le sourire, la banane ou peur à chaque fois que ces gens sont à l'écran, parfois on s'en fiche des détails qui ne vont pas parce que ce sont des stars et qu'on est heureux de voir ce qui se passe à l'écran. Donc maintenant que ce petit préambule a été établi, parlons du show. Le show s'ouvre avec Nick Aldis, le général manager qui a été bien présenté, une figure autorité de SmackDown que à chaque fois qu'il apparaît à l'écran, je suis heureux de le voir parce que c'est un personnage un petit peu unique, qui a une écriture sympathique, qui diffère un peu, encore une fois, très différent d'Adam Pearce. Là, on a là un général manager qui ne se laissera pas marcher dessus, qui n'est pas un heel, ni vraiment un babyface, juste un general manager qui fera son travail et qui sera l'autorité. Et il faut pas le faire chier, parce que si tu le fais chier, là, il y aura punition, il y aura sanction. Bref, une véritable figure d'autorité quelque part. J'aimerais bien que la WWE soit dirigée par Nick Aldis quelque part. Dans le kayfabe, ce serait fantastique, non? Mais bref, Nick Aldis est là pour faire signer les 4 concurrents du main event du Royal Rumble, enfin potentiellement ce qui sera le main event, mais c'est pas dit, les concurrents pour le championnat indisputé de Roman Reigns. Et donc on va voir toutes les entrées. Et bon, ça a beau être des stars, c'est quand même un petit peu long quand t'as les 3 catcheurs qui font leurs entrées, c'est quand même un petit peu long, à l'exception de quand Randy Orton apparaît, parce qu'il faut admettre quand on fait le calcul des pop, Edge Styles, bon lui c'est un heel, une sorte de tweener heel face un peu chelou, il n'a pas de pop mais c'est normal, son personnage fonctionne très très bien, LA Knight, bonne pop de la foule, mais Randy, Randy est tellement over, putain de merde, Randy est tellement over. Là, je comprends qu'il puisse prendre son temps, qu'il s'amuse les mains parce que le mec, il est over, fois 1000, over to the moon. Euh, mais bref, les 3 catcheurs vont signer le contrat et maintenant on attend Roman Reigns. On attend Roman Reigns et alors que la musique de Roman Reigns apparaît et la foule pop parce que Roman on l'a pas tout le temps, et bah là méga hit de la part de Paul Heyman, puisque c'est Paul Heyman qui va arriver sans Roman Reigns qui va dire non 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 non, je ne suis pas d'accord, Roman Reigns n'a pas eu le contrat, on arrive en retard. Donc je veux voir le contrat avant que Roman Reigns signe. Et du coup, méga clim, méga hit de la foule, puisque ils ont envie de voir Roman Reigns, le mec n'est jamais là, ils ont envie de le voir encore une fois. Beaucoup de gens se plaignent de ça, de Roman Reigns qui n'est jamais là. Moi, ce que je plains, moi je suis en accord avec ça, c'est juste que ça fait quand même très très longtemps que ça dure et que ça aurait dû prendre fin l'an dernier, que son règne de champion aurait dû prendre fin l'an dernier selon moi face à Cody Rhodes. Mais je suis d'accord avec ce système, avec cette manière de faire. Je suis d'accord avec le fait que le heel champion se fasse extrêmement rare pour que quand il apparaît, ce soit glorieux à chaque fois et qu'on pop comme pas possible quand il apparaît. Moi, je trouve que ça fonctionne très très bien. Mais bref. Euh, Paul Heyman donc prend de la hit et Nick Aldis va tout de suite le calmer en mode mon coco, tu fais ce que tu veux, mais si jamais Roman Reigns signe pas le contrat, et bah on fera un triple threat Royal Rumble pour désigner le nouveau champion du titre qui sera vacant.
Et donc, il menace, avec ses pouvoirs général manager, de destituer Roman Reigns de son championnat s'il ne signe pas. Et encore une fois, c'est super de la part de Nick Aldis parce que il fait preuve d'autorité et cela fait peur à Paul Heyman. Et Paul va essayer de semer la discorde un peu dans le ring avec les trois personnes qui sont présentes. Et encore une fois, les personnages, le booking, c'est très très bien. Et moi qui ne suis pas fan qui ne suis pas fan des Fatal 4-Way, j'ai envie de voir ce match. J'ai hâte de voir ce match puisque le booking des différents concurrents dans ce match est très bien travaillé. Et maintenant, la vraie tension entre Edge Styles et LA Knight est construite. Les deux ne peuvent plus saquer. LA Knight et Edge Styles vont profiter de cette signature de contrat pour se foutre sur la gueule, pour envenimer le débat, alors que Randy, lui, il reste un peu en arrière. Randy, c'est un peu le gars cool de la situation, c'est un peu le gars un peu chill. Bon, faut pas le faire chier évidemment, mais il est hors du débat. Lui, tout ce qu'il veut, c'est devenir champion et raser la gueule de Roman Reigns. C'est tout ce qu'il souhaite. Mais il n'y a pas trop de tension entre lui et LA Knight ou lui et Edge Styles. Lui, il est chill, il est en mode les gars, engueulez-vous si vous voulez, faites vos gamineries, moi je reste tranquille de mon côté. Et ça s'envenime tellement que LA Knight et Edge vont commencer à se foutre sur la gueule et à continuer à se battre dans les coulisses. Il y a plein d'officiels qui vont les arrêter. Encore une fois, tout ça c'est très très bien. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Franchement, du bon booking. Et Randy va rappeler Paul Heyman à l'ordre et va le menacer. Va envoyer un message à Roman Reigns directement. Le main event de ce soir, ce sera Randy Orton contre Solo Sikoa. Mais on a le luxe aussi d'avoir juste avant ça un double main event. On aura Edge Styles contre LA Knight. Bref, une affiche qui est complètement stack. Et bon, quand on connaît le business, on n'est pas dupe. On sait très bien qu'il va avoir une petite couille parce qu'on ne peut pas avoir un double main event aussi fort. Alors qu'Edge contre LA Knight peut être une affiche de pay-per-view. Et bref, on sent qu'il y aura une petite couille quelque part. Donc, flash forward, on avance, on avance, on avance, et dans les coulisses, il y a plusieurs segments avec la Bloodline où Roman Reigns va commencer à engueuler Jimmy Uso en mode putain les gars, je vous ai demandé de fixer, d'arranger tout ce bordel la semaine dernière, vous avez rien branlé, mais il tacle surtout Jimmy Uso, c'est lui la petite victime. Et là, il y a Solo Sikoa qui va s'interposer, qui va se mettre entre Roman et Jimmy Uso et va dire non Roman, c'est ma faute la semaine dernière et je compte bien arranger le problème, de réparer mes erreurs. Donc je vais le faire. Ce soir, je vais péter la gueule de Randy Orton et je vais arranger la chose. Et il se barre. Et Solo Sikoa vient de fermer le clapet de Roman Reigns, protéger son cousin et fermer le clapet de Roman Reigns. Et quand on voit la gueule de Roman Reigns, à la fois il est content de voir que Solo a autant d'assurance et que c'est un bon élément sur lequel il peut compter, mais en même temps il a un petit peu peur parce qu'il dit putain mais c'est moi le chef et je viens de me faire marcher dessus par Solo quoi. Et encore une fois, les mimiques, le faciès, ce pourquoi Roman Reigns est si bon, c'est pour ce genre de choses. Et pas que Roman Reigns, mais toute la Bloodline, tout ce qu'entoure la Bloodline, c'est l'écriture des personnages, l'évolution des personnages. On les connaît ces personnages. Et je sais à quel point l'ego de Roman Reigns est extrêmement important et à quel point ça peut partir en couille. Est-ce que le Solo Sikoa va finir par trahir Roman Reigns pour se ranger avec son frère Jimmy Uso parce qu'il en a marre de se faire marcher dessus? Est-ce qu'il va se rendre compte que son maître, son chef tribal, c'est une blague? Peut-être. On n'a aucune idée, mais les personnages évoluent et je trouve que le travail qui a été fait derrière Solo Sikoa est un travail monumental. Ça a pris du temps. Encore une fois, Solo Sikoa est apparu pour la première fois à Clash of the Castle, quand Roman Reigns affrontait Drew McIntyre. Ça remonte à 1 an et demi. 1 an et demi depuis que Solo Sikoa est dans le ring. Et 1 an et demi d'écriture de ce personnage. On va rendre ce personnage fort, très fort. Il subit sa première défaite face à Cody Rhodes. Pendant une moitié de mois, le mec est invaincu. Il est rendu fort, très fort. Et plus ça avance, plus son finisher, sa Samoan Spike, est vendu comme une arme redoutable. Et on va le revoir dans le double main event de ce soir. Et on travaille sa fidélité, on travaille son côté familial, on travaille le fait que le mec, ce sera toujours le garde du corps de Roman Reigns. C'est une force brute qui ne parle pas beaucoup, mais quand il parle, c'est important. Et je suis trop content du fait que ce Sikoa soit rendu aussi important parce que c'est un très bon élément. Et bref, tout cela fonctionne. Ça aurait pu être n'importe qui, encore une fois. Ça aurait pu être n'importe quel catcheur. Si n'importe quel catcheur a le booking de Solo Sikoa, n'importe quel catcheur sera rendu over. Donc c'est le résultat d'un formidable travail d'écriture et pour cela je respecte énormément le travail d'écriture de Paul Levesque. Mais bref,
Cela étant dit, c'est l'heure du double main event. Et on a donc le premier match, AJ Styles contre LA Knight, qui vont donner un petit avant-goût du Fatal 4-Way, de la petite tension qu'il y a entre les deux, et les deux se maravent la gueule, les deux ne se respectent pas. Ils se foutent des coups, mais évidemment ça n'a pas duré très très longtemps, alors que LA Knight est en train de martyriser AJ Styles sur la table des commentateurs, avec la foule qui chante yeah, 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 comme pas possible. On va avoir Jimmy Uso qui varie pour faire une petite diversion. Euh, et Solo Sikoa va faire sa Samoan Spike sur LA Knight. Hop, il est out. Puis il va faire une autre Samoan Spike sur Edge Styles. Boum, il est out. Et là, il va prendre un micro. Il va se mettre un peu comme le chef, un peu quelque part de ce groupe. Et va dire, j'en ai deux qui sont par terre. Il m'en reste plus qu'un. Randy, ramène ton cul tout de suite. Et il lâche le micro. Et musique d'entrée de Randy Orton qui arrive pour faire le véritable main event. C'est là où la suspension d'incrédulité peut rentrer en jeu, c'est que putain, on a quand même une disqualification, on a la Bloodline qui renvahit encore le show, qui pète la gueule de tes main eventers, et alors qu'au tout début, on avait des officiels qui venaient pour arrêter la situation, pour empêcher le fait que la situation s'envenime, là, Solo Sikoa et Jimmy Uso foutent le bordel et ça pose aucun problème. On n'a pas de la sécurité, on n'a personne qui vient, on attend juste que Randy Orton arrive tranquillou après la pub. Mais, encore une fois, si ça ne concernait pas la Bloodline, ni le Star Power, ni les main eventers de ce show, et bah oui, on aurait quelque chose à foutre. On serait en mode, oh putain, ça craint quand même, c'est pas cool, c'est un peu incohérent, ils installent des choses qu'après ils font disparaître, c'est un peu de la paresse d'écriture, mais ce sont des stars. Et tout ce qu'on regarde, c'est, oh non, Solo Sikoa arrive, bouh, on hue, et oui, Randy arrive, ouais, on pop comme pas possible. Ils arrivent à faire marcher quelque chose, quoi qu'il arrive. Malgré les pareilles d'écriture, ils arrivent à faire en sorte que ça marche. Et ils ont le secret. Je suis là à argumenter, à dire les choses qui ne vont pas. Je devrais être parfois tatillon sur ces choses-là. Mais le fait est que, en termes d'émotion, ça marche. Ça marche, je n'ai rien à dire, ça fonctionne. Et bref, donc on a le véritable main event, Randy Orton contre Solo Sikoa, et encore une fois, c'est une sorte d'avant-goût un peu de ce qu'on va avoir. Roman Reigns remplacera Solo Sikoa. Et là aussi, c'est une affiche qui vont un petit peu protéger. On a un petit match de catch très sympathique où Randy va prendre cher parce que Solo a été construit comme quelqu'un de fort et continue à être construit comme quelqu'un de fort. Mais plus le match avance et alors que Jimmy Uso va vouloir commencer à intervenir, à distraire un peu Randy Orton, mais tout de suite LA Knight et AJ Styles vont aussi intervenir pour empêcher Jimmy Uso de foutre le bordel. Randy va profiter dans le match pour faire son RKO sur Solo Sikoa pour la victoire 1-2-3. Célébration des babyface, les trois babyface montent sur le ring et commencent un peu à se confronter, un peu à faire monter une tension. Et LA Knight, c'est lui qui va frapper AJ Styles le premier, en mode, toi maintenant ça c'est ça, je te rends la monnaie de ta pièce, voilà, prends ça en ta gueule. Et Randy direct, il fait un RKO à LA Knight, puis un RKO à AJ Styles, la folle pop comme pas possible, Randy est over. Et c'est à ce moment-là que Roman Reigns fait enfin son apparition et va Superman Punch direct Randy Orton pour remontrer c'est qui le patron. Jusque-là, Nick Aldis était à côté de la table des comptateurs parce qu'il devait encore faire signer Roman Reigns. La menace a été entendue et Roman Reigns va évidemment signer le contrat. Il le fait avec un sourire narquois et rend le contrat à Nick Aldis. Il le rend un peu comme de les croquettes pour chiens. C'est genre vraiment, il tient un mange enculé, il balance le contrat. Et il se prépare pour le spear. La foule a peur. Randy scelle le Superman Punch encore. Il se relève tout doucement. Il fait le gros ouah. La foule fait le ouah aussi à fond. Il se lance pour le spear et Randy fait un troisième RKO. Il contrôle Roman Reigns et la foule pop comme pas possible encore une fois. Et c'est Randy qui est mis over. C'est Randy qui sort très très fort de ce show. Et conclusion, voilà, finish. Et rendez-vous compte que là, attends, j'en suis à combien de temps de cet enregistrement? Je suis à 14 minutes où je me suis pas arrêté de parler sans pause, où j'ai pu tout raconter dans les moindres détails et je n'ai lu rien du tout. C'est que ma mémoire, c'est que ce que j'ai vu. Parce que c'était bien, c'était marquant, tous les détails étaient marquants. Et même si le double main event, que c'était pas vraiment double main event, que le premier match AJ Styles contre LA Knight, ça s'est terminé en no contest, ça s'est terminé en disqualification, il n'y a pas eu de vainqueur.
je suis sûr que de l'autre côté, à la WWE, à Tony Khan va être oh là là, c'est vraiment nul parce que chez nous, c'est une compagnie sportive, hein, et chez nous, les matchs on les termine, hein, nous c'est compétitif, hein, y a pas de cette connerie, y a pas de disqualification comme ça, y a pas ça chez nous, nous c'est mieux, hein. Mais encore une fois, tu vas pas terminer cette rivalité Edge et Styles, LA Knight, dans un weekly à SmackDown sans même être le main event. Évidemment que c'est un no contest, évidemment qu'il y a une disqualification. C'est un match qui devrait avoir lieu dans un pay-per-view. C'est juste un avant-goût. Et tu t'en sers pour booker, pour continuer à construire, pour continuer à donner de la hit à Sikoa, à la Bloodline, à préparer la dangerosité de Sikoa avant le main event face à Randy Orton, le vrai héros, celui qui fait popper tous les gens. C'est de la bonne écriture, c'est de la bonne construction, c'est un bon usage de tes stars, de tes main eventers. On s'en fout du côté sportif. Ce qu'on veut, c'est construire des stars. Ce qu'on veut, c'est booker correctement un pay-per-view pour faire des ventes. C'est ça qu'on veut. C'est ça le business. Le but, c'est pas les weekly, c'est pas faire de l'argent sur les weekly. Alors, c'est un but en soi. Mais le but, c'est surtout de faire de l'argent sur les pay-per-view, sur les climax. C'est là où on fait la thune. Et en les weekly, ça va construire ces pay-per-view où on va faire un maximum d'argent. Et là, vous voyez, je viens de parler de toutes les stars du show. Voilà, on a parlé du coup de tout ce qui concerne la Bloodline. Encore une fois, une merveille d'écriture, j'ai rien à dire là-dessus. C'est une très très bonne construction pour le Fatal 4-Way. J'ai maintenant hâte du Royal Rumble masculin, j'ai hâte du Fatal 4-Way, et quelque part, j'ai hâte de voir Jade Cargill dans le Royal Rumble féminin. J'ai hâte déjà de trois choses. Et j'ai encore une autre hâte, parce que je vais en parler tout de suite, même si c'est pas en ordre chronologique. On a eu aussi l'apparition de Logan Paul dans le KO Show, la confrontation entre Logan Paul et Kevin Owens, parce que les deux vont s'affronter au Royal Rumble pour le titre des États-Unis. Et là aussi, j'ai hâte, parce que là aussi, il y a du star power. Qu'on le veuille ou non, Logan Paul est aussi une star, un influenceur, il fait parler de lui. Et putain de merde, qu'est-ce qu'il est bon! Mais la putain de sa race, qu'est-ce qu'il est bon, Logan Paul! J'en ai marre de dire ça à chaque fois. C'est agaçant le fait que ce mec soit aussi bon. Mais il est fait pour ça, ce mec. Il est fait pour ça. De base, c'est un connard, arrogant, prétentieux, qui a des dons. Il est doué, c'est inné chez lui, c'est quelqu'un qui est doué, parce que comme il le dit, il est acteur, je suis sportif, je suis boxeur, je suis catcheur, je suis influenceur, je suis une star. Le mec est doué, c'est un fait. Et il utilise son personnage de la vie de tous les jours, il n'a pas besoin à jouer une partition, c'est lui. Il est tout à fait naturel et il est agaçant, il est extrêmement agaçant et il chope de la hit tellement facilement, ça doit être rageant pour les autres catcheurs, hein, pour tout le monde. Mais encore une fois, Kevin Owens qui va lui rappeler que il a beau être talentueux, tout ce qu'il veut, mais ce n'est pas Rey Mysterio, ce n'est pas Seth Rollins, ce n'est pas Sami Zayn, il n'est pas un catcheur, il n'est pas comme eux. Et Kevin Owens va lui rappeler lors du Royal Rumble. Et Logan Paul, qu'est-ce qu'il répond? Il fait mais encore heureux, je suis pas comme vous, putain, je suis tellement mieux. Mais ça marche comme pas possible. Et ils vont construire le match qu'ils vont avoir au Royal Rumble. J'ai envie de voir ce match. À la fin, on a Kevin Owens qui va retirer sa protection à l'avant-bras et Logan Paul va lui faire son sucker punch en fait en plein visage, celui qui a mis KO beaucoup de talents du roster. Et Kevin Owens qui est un peu vendu comme une petite brutasse qui déteste, qui ne tombe pas KO en fait. Kevin Owens c'est un mec que tu le frappes, il va se relever, et tu ça fait quoi là? Et c'est un bulldog Kevin Owens, tu vois. Et bah il va se relever après le sucker punch et la gueule de Logan Paul quand il retire ses lunettes. Le mec il vient de créer un gif encore une fois. Le mec crée un gif, s'il n'y a pas le gif, créez-le, hein, si vous savez faire des gifs. Allez-y, faites-vous plaisir avec ce gif de Logan Paul qui retire ses lunettes après que Kevin Owens se relève. Kevin Owens se relève donc et regarde Logan Paul que tel un chien enragé, tel un bulldog affamé. Et va se jeter sur lui, hop, et ça y est, ça se bastonne à l'extérieur, et ça marche bien, mais Kevin Owens rappelle, il commence à sceller un peu son bras parce qu'il a quand même un petit peu mal, son bras est pas entièrement réparé, et Logan Paul, à l'extérieur du ring, va éclater le bras de Kevin Owens sur le poteau, Kevin va vendre comme pas possible, et Logan va célébrer en levant son titre. Encore une fois, c'est une bonne construction et ça donne envie de voir ce match. Et maintenant, Kevin Owens va être potentiellement blessé pendant le match et ça va donc donner de la hit à Logan Paul. On va avoir peur pour le babyface. Bref, ce sera un bon match. Ce sera un bon match, je le sais déjà que ce sera un bon match. Bon, maintenant que tous les moments forts ont été évacués, on va parler de tous les petits autres moments qui ont lieu lors de ce show.
Le show, le premier match s'est ouvert avec un match trio LWO avec Carlito face à Santos Escobar, Angel et Humberto. Et je ne regarde pas tout le show parce que je n'ai pas trop de temps, il ne faut pas que je regarde absolument tous les shows. C'est comme ça que je peux me permettre du coup de faire des reviews et des news tous les jours parce que si je regarderais toutes les choses, j'en serais incapable de le faire, ce serait une overdose de catch. Donc je regarde ma sauce, mais je regarde quand même les vignettes. Et qu'est-ce que je vois? Je vois quand même des rivalités secondaires, même tertiaires, mais qui marchent parce que la tension entre Carlito et Santos Escobar, elle a été construite au fil des semaines. Et on aura sûrement le match, je ne sais pas si on aura le match en pay-per-view, mais ça pourrait faire un match, pourquoi pas de main event, il faudrait continuer encore à booker un peu le show, un main event de weekly, où la rivalité pourrait se terminer, ça pourrait fonctionner. Mais bref, les heals l'emportent parce que Santos va utiliser une technique de heal, va un peu, pas tricher, mais va un peu abuser de la naïveté de Carlito pour obtenir la victoire sur ce dernier via un roll-up. C'était bien joué de la part de Heal, ils ont battu les Babyface via l'intelligence, via la fourberie. Et c'est comme ça qu'on build encore une fois des heals. Ensuite, on a eu le retour de Pete Dunne qui va faire équipe avec Taylor Bate. Et oui, c'est la fin de Butch. Enfin la fin de Butch parce que putain, le pauvre Butch quoi. Déjà que Pete Dunne n'a pas forcément tout pour lui, c'est un bon talent, mais je veux dire, il est pas grand, il est pas hyper musclé, il est pas hyper charismatique. Si en plus de ça tu l'appelles Butch, c'était compliqué pour lui. C'était très compliqué, mais quelque part ça fonctionnait, hein. Son clan avec Sheamus, ça fonctionnait pas trop mal, avec Ridge Holland, c'était cool. Mais on va remodeler un peu ce personnage, on va un peu le remettre, on va le rendre de nouveau peut-être un petit peu intéressant, et c'est le retour de Pete Dunne et Tyler Bate qui vont faire équipe. Et ils affrontent Pretty Deadly qu'on n'a pas vu depuis assez longtemps. Des équipes secondaires, on va pas se mentir là-dessus. C'est juste pour remettre en avant Pete Dunne et Tyler Bate. Et vous savez quoi? Je vois du potentiel dans cette équipe, hein, Pete Dunne et Tyler Bate. Je dis pas qu'il faut qu'ils soient champions par équipe. Non, pas pour l'instant. Mais il y a du potentiel, ça peut être une bonne équipe de babyface, ça peut être sympa. Faut voir ce qu'on peut faire avec eux. Je suis surtout intrigué par Tyler Bate parce que c'est lui que j'ai pas vraiment vu. Butch, enfin Pete Dunne, excusez-moi, je l'ai quand même assez vu à l'écran. En promo, je trouve pas sensationnel, mais j'ai envie de voir ce que peut valoir Tyler Bate. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire avec Tyler Bate? Mais pour l'instant, laissons-les en équipe, faisons-les monter en équipe. C'est chouette pour eux, tant mieux que ça, qu'ils soient mis sur le devant de la scène, qu'ils reviennent sur le devant de la scène. Et ensuite, on a eu le Women's Tag Team Title Match. Katana Chance et Kaden Carter défendent leur titre face à Unholy Union avec Alba Fire et Isla Dawn. Un petit match féminin, ma foi, tout à fait sympathique, pas trop long, ça prend pas trop de temps d'antenne. Et vous savez quoi, j'aime bien l'équipe de Katana Chance et Kaden Carter, je trouve qu'elles ont une bonne complicité, qu'elles sont assez uniques, c'est un petit côté euh, spectacle. Voilà, encore une fois, je veux dire je veux dire quelque chose important ici. Elles ont un côté spectacle, on fait des cabrioles, on fait du cirque. Et vous savez, si vous me suivez, que je tacle souvent ça côté AEW. Pourquoi je taxe à côté AEW? Parce que dans le roster de la AEW, tous les putains de catcheurs font du cirque. Tout le roster fait du cirque. Et il n'y a rien d'unique là-dedans. Vu que tout le monde le fait, bah personne n'a quelque chose à foutre. Personne n'est rendu over parce qu'ils font du cirque, parce que tout le monde le fait. Ils ne sont pas spéciaux. Quand tout le monde fait la même chose, plus personne ne la fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce que disait Syndrome dans Indestructible. Quand tout le monde sera super, plus personne ne le saura. Voilà, si vous avez la référence, c'est très vrai. Mais ici, Katana Chance et Kaden Carter sont, dans le roster féminin, les seuls à faire des cabrioles, à faire du cirque. Donc elles sont spéciales. Et donc ça les rend over. Je dis pas que ce sera des stars, que c'est comme ça qu'elles vont devenir des grands noms du catch, mais en tant qu'équipe féminine, ce sont les seuls à faire cette merde. Bah écoutez, ça fonctionne. On sait ce qu'on va avoir. On sait que pour avoir ça, il faut voir Katana Chance et Kaden Carter. Donc ça marche. Donc ça marche. C'est pas grandiose, c'est pas exceptionnel, mais ça marche. Elles obtiennent la victoire, et on a une confrontation avec le Damage Control, et en particulier Asuka et... pas Io Sky, pardon, mince, l'autre japonaise. Zut, j'ai oublié son nom. Excusez-moi. Oh non, j'ai oublié son nom. Asuka et la pirate, là, zut. Bon, mince. Vous me direz dans les commentaires, j'ai oublié, c'est pas grave. Confrontation avec elle. Peut-être du coup que je pense que Asuka et la pirate vont prendre les titres par équipe parce qu'il y a plus de star power de ce côté-là, beaucoup plus de noms établis. Mais c'est pas grave, c'est très bien si elles peuvent
Reprendre le titre par équipe, pourquoi pas, ça fait avancer un peu les storylines, j'imagine, secondaire. Et voilà, c'était tout pour SmackDown. Et qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Le remplissage, c'est un show de 2 heures, donc tout ce qui est remplissage, le match féminin, le Pete Dunne Taylor Bate contre Pretty Deadly et LWO contre Santos, Angel et Humberto, c'est un show de 2 heures. Donc le remplissage n'est pas vraiment du remplissage, même au contraire, elle alimente des rivalités tertiaires. Et en plein milieu du show, on a eu le Kevin Owens contre Logan Paul, qui a du star power et qu'on a envie de voir. Et à l'ouverture et au main event, on a les main eventers, le star power, la Bloodline, LA Knight, Roman Reigns, Edge Styles. Ça fonctionne. Ça fonctionne, putain. SmackDown, c'est le meilleur show de catch toutes les semaines. Y a pas à chier. En termes de rythme et en termes de talent, et en termes de booking, c'est le meilleur show de catch qu'il y a chaque semaine. On se retrouve pour les news, c'était tout. Bande de fans de catch.